Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge. Nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés au TDAH, rendue possible grâce au site Parlons TDAH. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Karen, une jeune trentenaire dont la vie a été marquée par le diagnostic tardif du trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. À l'âge de 34 ans, Karen a été diagnostiquée presque par accident alors qu'elle était en quête de solutions à des problèmes de santé. Ce diagnostic, bien qu'inattendu, a apporté une clarté sur les défis qu'elle rencontrait depuis des années, des difficultés de concentration et des problèmes de mémoire. Ces signes qui remontent à son enfance se sont manifestés notamment dans le cadre scolaire, ont eu un impact significatif sur sa vie quotidienne. La fatigue et l'irritabilité étaient des compagnons constants, rendant parfois même la communication avec autrui ardue et compliquant son parcours professionnel. Cependant, le diagnostic a été un tournant pour Karen. Il lui a permis de mieux comprendre ses luttes et de mettre en place des stratégies pour faciliter son quotidien. De la cohérence cardiaque à la méditation, du yoga à l'écoute de podcasts et de musique, et en passant par l'activité physique, elle a exploré différents moyens pour gérer les défis du TDAH. Dans cet épisode, nous plongeons dans le parcours de Karen, depuis la découverte de son TDAH jusqu'à son adaptation à ce nouveau chapitre de sa vie, en explorant notamment son expérience dans le monde professionnel et les stratégies qu'elle a adoptées pour surmonter les obstacles. Je vous laisse sur notre conversation et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Bonjour Karen. Bonjour Lorraine. Merci d'accepter qu'on puisse échanger sur Chronique, le podcast de Mapato. Je vais commencer par la première question, c'est est-ce que tu peux te présenter avec ton prénom, ce que tu fais dans la vie ? Eh bien moi c'est Karen, j'ai 34 ans, bientôt 35 au mois d'août et ce que je fais dans la vie, je travaille en ressources humaines et je suis chef de projet. Chouette. Aujourd'hui, on va échanger toutes les deux sur le TDAH. Et donc, je voudrais savoir à quel âge tu as été diagnostiquée donc, du TDAH et comment ça s'est passé, toi, ton parcours ? Alors moi, j'ai été diagnostiquée en 2022, c'était il n'y a pas longtemps. Et le diagnostic, il s'est fait un petit peu par hasard, comme j'avais effectivement des petits problèmes de santé. Ils ont investigué sur pas mal de choses et comme j'avais en plus un suivi neuropsychiatrique, ils ont voulu me faire passer des tests parce que effectivement j'avais des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire. Donc en fait, ils ont cherché à la fois du côté neurologique et du côté neuropsychiatrique. Donc effectivement, j'ai aussi des problèmes neurologiques, mais le TDAH était bien là depuis le début, hein. Et qu'il y avait effectivement des signes quand même qui étaient assez présents. Voilà. Ok. Et justement, quand tu passes les tests, c'est quel type de professionnel de santé justement qui te fait passer les tests ? Alors, il y a deux choix. C'est soit on passe les tests à l'hôpital avec un neuropsychiatre qui est formé, qui en général gère aussi des patients qui peuvent avoir Alzheimer, enfin voilà, tout le panel en fait des troubles neuropsychiatriques. Ça peut être à la suite d'un AVC par exemple aussi. Bon voilà, c'est des personnes qui sont vraiment formées spécifiquement à ce type de diagnostic. Après, il y a des médecins qui pratiquent en libéral aussi, sachant que la différence c'est que l'hôpital, donc il y a une très longue liste d'attente, mais par contre c'est pris en charge. Et par contre en libéral, alors c'est plus rapide pour avoir un rendez-vous, mais par contre c'est pas pris en charge. Donc ça peut aussi être représenter un coût pour les personnes, mais bon. Après, ça dépend à quel point on est pressé. Et après, moi, je suis adulte, donc je sais pas trop comment ça se passe après pour les enfants, par exemple. Ouais, et justement, quand le diagnostic il a été posé, donc on t'a dit que tu avais justement un trouble du déficit de l'attention, est-ce que déjà tu connaissais ce terme ? Est-ce que ça te parlait ou pas du tout ? Ça fait
pas très longtemps finalement, ça fait que quelques années que on en entend un peu plus parler. Après, je m'étais pas du tout, en fait, je m'étais pas du tout identifiée Mm. à ça, ou j'avais pas du tout identifié mes troubles et mes gènes à ça. Je connaissais d'autres choses comme le spectre de l'autisme, Mhm. Asperger. Je connaissais voilà d'autres termes qui sont en fait bien plus complexes qu'on ne le pense, puisque ne serait-ce que le spectre de l'autisme, il peut y avoir des spectres de l'autisme très légers qui peuvent être aussi comment dire couplés en fait avec un TDAH ou autre chose en fait. C'est ça. Et justement, toi, est-ce qu'il y avait des signes ou des symptômes qui t'ont mis un peu la puce à l'oreille une fois que tu as eu le diagnostic? Est-ce que tu t'es dit, ah oui, en effet, si j'y repense, en effet, je vois des similitudes? Euh, Bah, le test, en fait, déjà, faut pas du tout se préparer pour y aller, hein, parce qu'il y a aucun challenge. C'est pas du tout. Le but, c'est pas d'être performant. Le but, c'est vraiment de voir les difficultés, en fait. Euh, Moi, ce qui était assez flagrant quand j'ai passé les tests, c'était que j'avais beaucoup de troubles de mémoire à court terme, des problèmes de concentration, des problèmes aussi avec parfois le fait d'écouter, de comprendre les consignes. Parce que une des spécificités du TDAH, c'est que parfois il y a la pensée en arborescence, mais il y a aussi le fait de voilà de pas être très concentré, d'écouter la moitié de la consigne et de pas vraiment faire ce qu'on attend de nous. Voilà. Et tu Et parles de pensée arborescence, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? euh, la pensée en arborescence, c'est le fait en fait, par exemple, une personne qui n'a pas ce trouble-là, en fait, quand on va lui demander de réfléchir quelque chose, il va faire étape par étape, alors que le TDAH, en général, on est 5 étapes en avance. Et ça peut être à la fois bien comme pas bien, surtout quand on a travaillé en entreprise, dans un environnement assez corporate, parce qu'en fait, le TDAH va avoir tendance à s'emballer assez vite et partir sur plein d'idées différentes, alors qu'on lui demande de se focaliser sur quelque chose en particulier, en fait. Ouais. Et justement, quand ces éléments ont été mis en avant, j'ai envie de dire, lors du diagnostic, est-ce que tu t'es rendu compte que ça avait eu un impact, dans ta jeunesse, par exemple, à l'école, dans le milieu scolaire? Oui, bah, c'est marrant parce que j'ai ressorti mes vieux bulletins scolaires, je les ai tous ressortis et effectivement, en fait, ça s'est manifesté quand même assez jeune. Euh, Karen est très bavarde, Karen n'écoute pas les consignes, Karen, enfin voilà. Il y avait pas mal de choses comme ça qui ressortaient. Après, à l'âge adulte, ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi quand même l'impact de ce TDAH, de ce trouble. C'est qu'en réalité, c'est qu'on on devient assez aussi irritable. Il y a beaucoup de fatigue parce qu'en fait, le cerveau va très très vite. Euh, il y a un déséquilibre en fait au niveau du cerveau. En fait, on a un manque de dopamine. Donc, quand on n'est pas pris en charge, qu'on n'en est pas diagnostiqué, ben, on n'a pas de traitement. Et donc, en fait, ben, on s'adapte ou on se suradapte. C'est encore différent quand on a un garçon et une fille, parce que c'est plus difficile de diagnostiquer chez les filles que chez les garçons, du fait de l'éducation, etc. Mais voilà, ça, c'est aussi un trait du TDAH, c'est l'irritabilité, la fatigue. Donc on va être, comment dire, ça va être parfois plus difficile de communiquer avec les personnes. Ou, ça peut être aussi un problème, que ce soit à l'école ou en entreprise après quand on grandit. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, c'est pareil, que ce soit, je dirais, petite école ou justement lycée, études supérieures, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et justement, j'ai envie de dire aussi dans ta vie professionnelle, est-ce que du coup, ça a un impact? Euh, Ça a un impact, effectivement, et c'est vrai que même si j'ai toujours globalement eu de bonnes performances en entreprise, etc., je rencontrais quand même pas mal de difficultés que je cachais un petit peu sous le Mmh. tapis. Et effectivement, après, j'ai toujours fait mon travail, etc., etc., mais souvent je faisais ce qu'on me demandait pas,
où je ne faisais pas ce qu'on me demandait, je faisais autre chose. Et donc ça, en fait, en entreprise, ça peut être problématique, surtout quand les managers ou les équipes ne savent pas, Mm. connaissent pas la personne, ne savent pas exactement pourquoi elle fait ça à chaque fois. Donc en fait, le diagnostic m'a permis aussi de, comment dire, de relativiser un petit peu. Alors ça peut être très frustrant parfois parce qu'en fait, c'est presque incontrôlable, hein. Le cerveau fonctionne comme ça et même si on s'adapte, il y a une limite à l'adaptation. Donc c'est important aussi d'avoir un manager qui est quand même ouvert d'esprit par rapport à ça. Parce que forcément, si on est diagnostiqué sur le tard, peut y avoir quand même pas mal de choses qui se sont construites, donc plus d'irritabilité, de fatigue, peut-être aussi un syndrome dépressif, parce que la dépression est pas mal rattachée à ce trouble-là parce que c'est très frustrant, c'est fatigant. Parfois aussi, les gens nous comprennent mal, alors que c'est pas du tout notre intention, que c'est pas volontaire. Il y a des gens qui sont vraiment bêtes et méchants et c'est complètement volontaire de leur part. Mais il y a des personnes qui, voilà, ça fait partie du trouble et il faut vivre avec tous les jours et c'est pas évident. Ouais. Et tout à l'heure, justement, tu parlais euh, de la hiérarchie, de pouvoir en parler peut-être librement dans le cadre du travail. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as fait justement, de prévenir les personnes avec qui tu travailles sur les différents signes en fait du TDAH? Alors moi déjà, ça fait pas longtemps que j'ai mon diagnostic. Et comme en plus j'étais en arrêt maladie pendant un petit moment à cause d'autres problèmes de santé, là je commence tout juste à parler de reprise du travail. Donc je sais pas, même pas trop ce qui va se passer. En tout cas, voilà, j'en ai parlé à la médecine du travail, etc. Donc voilà, ça fait partie des choses. En fait, c'est un libre choix. C'est soit on décide d'en parler, de pas en parler. Après, ça dépend le niveau de confiance déjà qu'on a dans dans son management, dans son entreprise, parce que malgré tout, c'est encore des choses qui sont oui, on peut en parler, mais en fait, ça veut pas forcément dire que derrière les gens vont écouter ou vraiment comprendre parce que eux, ils sont dans leur bulle, en fait et que même si on leur explique, ça veut pas forcément dire qu'après, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, et ils vont pas rembobiner dans leur tête en se disant ah bah oui tiens bah c'est vrai qu'elle m'avait expliqué ça, ça explique pourquoi elle a pas fait ci ou comme ça. Exactement. Mais bon Mm. après c'est vraiment comme comme quand on a une maladie, c'est voilà quel est le niveau de on n'est pas dans l'obligation d'en parler, mais parfois en parler quand on a un management qui est quand même ouvert à la discussion et bon, ça c'est après c'est chaque individu voit avec C'est ça. avec son environnement de travail. C'est Et sûr même avec qu'un... sa famille, c'est pas évident non plus Oui, parce que tout à fait. mmh. Et justement, je rétro-pédale un peu sur la partie diagnostic, mais une fois que tu as eu le diagnostic, quels ont été un peu, toi, les défis et surtout les obstacles que tu as rencontrés une fois le diagnostic posé en tant qu'adulte, justement? Ce que je constate aussi en vieillissant, c'est que c'était devenu vraiment encore plus, visible pour moi, et que du coup, en fait, il faut mettre un peu des stratégies en place, voilà. Parce que du coup, comme moi, par exemple, c'est surtout ma mémoire à court terme qui est affectée, en fait, j'ai un carnet de notes et je note tout ce que j'ai à faire. Parce que, c'est le genre de choses, si je note pas, j'oublie tout. J'oublie tout et je fais rien. Il y a le côté aussi, c'est pas de la procrastination dans le TDAH, il peut y avoir un effet de procrastination, Oui. mais c'est surtout, que moi je m'ennuie très vite. Donc s'il y a quelque chose que déjà j'ai pas envie de faire, heu, c'est en fait, c'est toute une organisation pour faire certaines tâches, certaines missions, certaines choses du quotidien. Heu, donc le fait que je sache aujourd'hui pourquoi je suis comme Mm. ça et donc après, voilà, il faut mettre des stratégies en place pour essayer quand même d'assurer son quotidien, quoi.
C'est ça. Donc tu t'es trouvé au fur et à mesure du temps, en fait, justement des petites astuces sur, te faire tes to-do list ou, t'organiser de façon à ce que, ces symptômes-là, si je peux appeler ça des symptômes, impactent en fait ton quotidien. Ouais, bah, souvent en plus, ce qu'on perçoit de moi, c'est que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, d'assez perfectionniste. En fait, ce qui est fatigant, c'est que du coup, je me suradapte. Mmh. Je me suradapte, mais parce que en fait, j'ai pas le choix et que, en fait, si je note pas les choses, je les fais pas. Et après, j'aurais tendance vraiment à ne rien produire, à ne rien faire. Et c'est quand même assez fatigant. C'est prenant parce que parfois, même si je note les choses, et ben, je les renote dans mon téléphone. Voilà, c'est beaucoup de stress, de fatigue parce qu'en fait, on se dit, bah, je sais que j'ai noté, mais j'ai peur d'oublier. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Du coup, c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup, si déjà, il y a de la fatigue et que du coup, tu dois te surréadapter, du coup, forcément, c'est encore un peu plus de fatigue. Donc, c'est de pouvoir, s'adapter tout en essayant d'avoir un quotidien, C'est ça. gérable, on va dire. Mais bon, ça, les gens le voient pas parce que Mmh. eux pensent que voilà, on est globalement super organisé, qu'on fait ceci, qu'on fait cela, alors qu'en fait, pas du tout. C'est surtout que, enfin, voilà, c'est on note tout partout. Moi, chez moi, c'est entre les carnets, les post-it. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les post-it, ça va t'aider. Je suis très visuelle, donc le visuel, ça m'aide. Ouais, bah, c'est chouette ça. Justement, si tu as pu trouver ces petites choses qui permettent justement d'améliorer le quotidien, sans pour autant que ce soit trop compliqué, c'est vraiment chouette. Ouais, bah la chose qui est le plus difficile, je trouve, c'est de gérer la fatigue et l'irritabilité. Mmh. Euh, et donc ça, après, je sais qu'il existe pas mal de choses. Bon, je suis pas forcément une très bonne élève là-dessus, mais il y a la cohérence, il y a la cohérence cardiaque qui est utilisée dans pas mal de choses, hein, pas Ouais, je que vois. quand on a un TDAH. C'est vraiment des exercices de respiration, c'est ça? C'est ça. Mmh. Des exercices de respiration, et le but, c'est de le faire tous les jours, même plusieurs fois par jour. Ça dure pas forcément très longtemps, mais effectivement, en fait, ça force aussi le cerveau à se concentrer sur une et seule chose, c'est la respiration. Ce Mmh. qui est déjà très difficile pour les gens qui n'ont pas de TDAH, mais pour les personnes qui ont un TDAH, c'est encore plus difficile. Mais ça aide aussi à réguler le système nerveux, etc. Parce qu'en fait, le système nerveux, il est mis à rude épreuve, alors de manière générale pour tout le monde, mais encore plus pour le TDAH. Mmh. Donc en fait, c'est ça qu'il faut réguler en fait. C'est ça qu'il OK. faut réguler. Après, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a plein de choses. Et après, il y a des gens aussi qui aiment bien écouter, ben, ne serait-ce que voilà, des podcasts, de la musique. Moi, la musique, ça m'aide beaucoup. Ouais. La musique, ça m'aide beaucoup. Parfois, j'utilise même quand je suis en train de travailler, Mmh. parce que comme je suis très très sensible au bruit, et ben bizarrement, parfois la musique, ça m'aide parce que ça vient parasiter le bruit extérieur. Ouais, c'est ça. Et donc ça peut m'aider aussi à mieux me concentrer parfois. Mmh. Et sur l'irritabilité, est-ce que, l'activité physique, par exemple, ça a un impact justement pour réduire cette irritabilité? Alors oui, parce que quand on fait une Mmh. activité physique, on produit en fait la dopamine. Donc je pense aussi que c'est peut-être une des raisons pour laquelle ça a été masqué chez moi, c'est que j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. Mmh. OK, J'en ouais, fais beaucoup moins aujourd'hui parce qu'avec mes autres problèmes de santé, c'est ça. c'est pas évident. Donc bon, par exemple, aujourd'hui, je fais plus de la marche en forêt avec ma chienne, Mmh. par exemple. Mais quand effectivement on fait quand même pas mal de sport dans la semaine, plusieurs heures par semaine, bah forcément on produit plus de dopamine. Et donc oui, l'activité physique aide. Trop bien. Hem, Comment ta vie, elle a changé depuis justement que tu as reçu le diagnostic du TDAH et est-ce que déjà ça a changé quelque chose? Je sais pas si vraiment ça a changé quelque chose, à part le fait que je culpabilise. Alors ça, c'est marrant parce qu'il y a des fois je culpabilise plus et des fois je culpabilise moins. En fonction des Heu, périodes, justement de la fatigue, ça doit jouer. ouais, en fait, parfois j'oublie même, c'est-à-dire que Ouais. je fais que
enfin, je réagis d'une certaine façon, je fais quelque chose et en fait, j'oublie qu'en fait, c'est pas moi, en fait. C'est vraiment ce trouble-là qui fait que je réagis comme ci ou comme ça. Donc, non, ça m'a quand même un peu déculpabilisée. Et puis ça, surtout, ça m'a aidé quand même à mieux me comprendre. C'est ça. Parce que je sais qu'en tout cas dans mon relationnel avec les autres, là en plus j'ai vécu une période où avec la maladie, etc., c'était compliqué, mais en plus, c'est vrai que le TDAH, souvent, ça peut aussi être mal perçu de l'extérieur, sans que les gens sachent forcément pourquoi, mais du coup, le relationnel peut être compliqué, donc ça m'aide à relativiser aussi sur mes relations avec les autres et aussi parce que quand on vit déjà, son rapport à soi change, son rapport aux autres. Euh, Dans la vie classique, parfois il y a des gens dont on doit se séparer. Mmh. Tout à fait. Et donc, il y a des gens qui vont totalement accepter et comprendre que ah ok, bah ça nous aide à mieux te comprendre. Et puis des personnes qui vont pas du tout accepter et être voire même quasi méchantes. Donc ça aide aussi à réévaluer sa place et oui, et comment dire, essayer de côtoyer des gens qui sont quand même bienveillants. Euh, c'est sûr qu'il y a des fois, ben, on va être plus ou moins bien branché, euh, mais je pense que le fait qu'il y a des gens qui disent bon, ben, on sait que tu as ça, donc on sait que tu fonctionnes comme ci et comme ça, et nous on t'accepte comme tu es, ça c'est important, quoi. Donc ça aide aussi à changer un petit peu son environnement relationnel. Et justement, je pense que le fait de travailler sur le fait de moins culpabiliser, ça doit aider justement dans l'acceptation du diagnostic. Ouais, 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 bah la culpabilisation, je pense que de toute façon c'est présent à partir du moment où on n'est pas forcément comme les autres. C'est-à-dire que forcément on a beaucoup de choses en commun avec tous les individus qui sont sur Terre, mais effectivement quand on a une maladie, quand on a un trouble, quand on a un syndrome, forcément, bon déjà l'estime de soi, elle en prend un coup. Tout à fait, ouais, C'est c'est pas le hyper cas de tout le important d'en monde. parler. C'est Mmh. pas le cas de tout le monde parce que par exemple je pense aux enfants qui ont la chance d'avoir des parents qui se renseignent, qui prennent le temps, qui font en sorte qu'ils soient pris en charge, qui les mettent éventuellement dans des établissements qui sont plus adaptés ou qui en fait adaptent leur scolarité. En fait, ces personnes-là vont très, très bien s'adapter et même à l'âge adulte, vont rencontrer finalement peu de difficultés. Même si, attention, il y a quand même des risques, hein, des facteurs de risque avec le TDAH. Il faut quand même faire attention parce que c'est quand même quelque chose d'un point de vue santé qui est important à prendre en compte. Tout à fait. Mmh. Mais ouais. Est-ce que tu peux partager des expériences ou des situations, spécifiques où ton TDAH a eu un impact justement sur tes relations, personnelles ou professionnelles? Bah moi j'ai eu pas mal de relations qui se sont terminées parce que déjà je me sentais pas comprise, Mmh. heu, parce que parfois on a plus de patience en fait, on a plus de patience sans savoir pourquoi et on a plus la patience et ouais, l'aspect relationnel chez moi, je dirais qu'il a quand même été, pas mal impacté. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu ce sentiment que j'étais pas comme les autres et du coup, je pense que ça a quand même créé une forme de je pense à un problème en termes d'estime de moi, de ma confiance en moi et ce qui est marrant, c'est que du coup, le TDAH en général, c'est héréditaire donc moi, c'est mon père qui a atteint d'un TDAH. Bon, lui, il n'a jamais été diagnostiqué mais en même temps, c'est tellement flagrant que voilà et c'est quelqu'un qui est pas facile. Et c'est vrai que parfois, dans certaines de mes réactions, je me dis: «Ah là là, on dirait mon père». Hem, mais c'est vrai que ouais, le relationnel,
Quand on est diagnostiqué tard comme moi, ça peut être quelque chose qui est compliqué. Je pense qu'on verra avec le temps. Le fait que je sois diagnostiquée depuis pas longtemps, moi, je sais que en tout cas, ça me fait réévaluer aussi un petit peu mes relations de qui j'ai envie d'être entourée. Voilà. Et après, au travail, c'est encore différent, mais je pense que ça peut aider aussi dans la communication avec les autres à mieux nous comprendre. Ça veut pas forcément dire que les gens vont vraiment tout comprendre, nous accepter, mais déjà, c'est une passerelle, en fait, pour avoir un dialogue un petit peu plus qualitatif, quoi. Ouais, c'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais par exemple, des post-it ou des notes dans ton téléphone pour éviter d'oublier des choses. On a parlé justement de la cohérence cardiaque ou de la musique que tu pouvais écouter. Est-ce qu'il y a des techniques ou des habitudes justement que tu as mis en place justement pour être utile au quotidien et pour t'aider au quotidien, ouais. Euh, Bah, c'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment essayer de noter le plus possible ce que j'ai à faire pour pas Mmh. oublier. Je suis très visuelle. Euh, la musique, ça m'aide. Et essayer d'avoir un rythme, c'est-à-dire ce que je ne respecte pas trop en ce moment d'ailleurs, mais essayer d'avoir un vrai rythme de sommeil. Ouais, le sommeil est D'évi hyper important. C'est déjà important pour, tout le monde déjà, éviter les écrans à partir d'une certaine heure et cetera. Mais en fait, il y a une hypersensibilité, heu chez moi, que ce soit donc, au niveau du bruit, au niveau de la lumière aussi. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand on a un trouble comme ça, c'est important d'avoir quand même un rythme assez, constant. Donc c'est vrai qu'il y a des fois dans la vie où malheureusement on n'est pas des bons élèves, mais c'est vrai que un truc que je ne faisais pas avant, c'était des siestes. Aujourd'hui, j'essaie de faire des siestes parce que, de toute façon, j'ai eu une période où j'étais tellement pas bien, avec la maladie et cetera, clairement, de toute façon, je passais beaucoup de temps au lit. Mais là, maintenant que ça va un peu mieux, je sais que il y a des fois, je fais: «Ouh là là, là, ça va pas du tout, je suis hyper irritable, je suis hyper énervée, je suis en train de partir en live, il faut que je me repose». Parce que là, le cerveau et le corps, ils suivent plus, ils disent: «Écoute, là, faut que tu te couches, il faut que tu dormes». Et forcément, bah, plus on décale, son sommeil, moins on respecte certaines choses, bah, plus la journée, ça va être compliqué, pour faire ses activités du quotidien. Mais alors, en plus, si on travaille ou qu'on est censé être en rendez-vous, voilà, donc c'est compliqué chez les enfants, c'est compliqué chez les adultes, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un rythme, en fait. Et idem, le fait de se lever le matin, même le week-end, à peu près aux mêmes heures. Voilà, d'avoir, un petit déjeuner équilibré, enfin, c'est des choses bêtes comme ça que tout le monde dans sa vie de toute façon devrait, voilà. Et c'est vrai qu'en plus dans le rythme effréné dans lequel on vit, de toute façon c'est compliqué pour tout le monde. Mais je pense que voilà, pour les personnes qui ont un TDAH, Asperger et cetera, faut mettre des techniques en plus, et un planning, heu, de sommeil et cetera, vraiment calibré, parce que sinon en fait, là, je le vois en ce moment, je suis très stressée et cetera, donc je m'endors tard, je dors tard, et ça a un impact sur mes journées. Alors que quand je fais les choses bien, je mes journées se passent beaucoup mieux. C'est ça. Mais justement, on sait que les personnes qui ont un TDAH ont aussi il peut y avoir des troubles du sommeil. Toi, ça a été le cas étant plus jeune ou pas? Ouais, j'ai ça depuis que je suis toute Ouais. petite. J'ai Mmh. toujours eu des troubles du sommeil, je m'endors, même si je me couche, je peux mettre parfois 2 heures, 3 heures à m'endormir. Ce qui m'aide parfois, c'est je me mets un podcast et ça m'aide à m'endormir. Ça, voilà, ça peut être une solution pour les troubles du sommeil aussi. Ouais, La respiration aussi, on revient à la c'est respiration. ça. Ça Et aide, c'est pas mal. voilà. Sinon, aller prendre l'air aussi. Je sais que parfois, ressortir ma chaîne, petit quart d'heure, 20 minutes, prendre l'air, et voilà. Aérer sa chambre. Exactement. Pour se Il y a plein de préparer à dormir. techniques. C'est ça.
Quel conseil tu donnerais à d'autres adultes qui pourraient se sentir concernés justement par le TDAH, mais qui n'ont pas encore eu le diagnostic ou qui sont en cours de diagnostic? Quel conseil je donnerais? Euh, je pense que déjà, si on en vient à se poser des questions, ça vaut le coup d'essayer un petit peu de voir quelques ouvrages, quelques livres qui parlent de ça. Et puis après, dans l'éventualité où ils se disent bon là, je pense que j'ai vraiment ça. Après, il faut. Je sais pas si on est vraiment obligé de passer par le médecin généraliste. Moi, ça n'a pas été mon cas, je crois. Euh, mais après, d'aller consulter quelqu'un et de parler de ces troubles-là. Alors, essayer de choisir des médecins euh, qui sont quand même sensibles. Mais en tout cas, si en plus si ça vous pose des difficultés, moi en fait c'est là où les choses se sont faites, c'est que moi ça me posait des difficultés et qu'il y avait des investigations aussi sur d'autres choses. Et en plus, enfin moi j'ai eu quand même, enfin au tout début quand j'avais zéro diagnostic, on m'a arrêté pour dépression. Voilà, on parle des burn-out, tout ça. Parce qu'en fait, c'est la facilité aujourd'hui, c'est quand les médecins n'ont pas envie de chercher ou qu'ils n'ont pas envie de se creuser les méninges, hop, on vous met en arrêt maladie pour dépression, on vous dit que vous faites un burn-out. Et en fait, souvent, ça, c'est la petite cerise qu'on pose sur le gâteau à la fin. C'est-à-dire que les dépressions, le burn-out, c'est ce qui arrive à la fin, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui n'a pas été investigué. Et ça peut être assez brutal. Moi, ça a été assez brutal. Là, les 3 dernières années étaient assez riches en émotions. C'était l'ascenseur émotionnel constant. Et en fait, c'est vrai qu'au début, on m'a quand même parlé aussi de bipolarité, de plein de choses. Et puis finalement, quand j'ai commencé à être suivie vraiment par un psychiatre, il m'a dit, non, mais vous n'êtes pas bipolaire du tout. Des bipolaires, j'en vois tous les jours dans mon cabinet. Il fait, en revanche, je pense qu'il y a quelque chose à investiguer. Moi, je travaille avec une neuropsychiatre à l'hôpital. Voilà, si ça vous dit de la rencontrer, vous avez rien à préparer, vous prenez rendez-vous et puis voilà. Donc l'attente à l'hôpital, moi, était trop longue, donc je suis passée en libéral. Euh, et donc elle m'a fait passer les tests quand même assez rapidement. Bon, au final, elle m'a dit que j'étais aussi peut-être, comment on appelle ça, HPI, c'est ça? HPI, ouais, au potentiel. Mais le problème, c'est que quand on a un TDAH, ça sert à rien de faire les tests parce qu'en fait, les tests ne reviendraient pas au banc, en fait. Parce que à cause du trouble de la concentration, etc., et d'hyperactivité, donc en fait, ça fausserait complètement les tests. Donc, je les ai pas passés. Et donc voilà. Mais c'est vrai que pour les adultes, si vous voyez que voilà, il y a quand même des choses. Alors, c'est ça qui peut être complexe, c'est qu'en fait, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on a des problèmes de concentration, de mémoire. Bon, déjà aussi parce qu'on vieillit, hein, forcément. Mais c'est pour ça que c'est quand même important peut-être de regarder peut-être sur YouTube, de lire des livres, Oui, il y de a pas voir mal un de ressources sur voilà. internet, Et ouais. puis de noter en fait peut-être toutes les gènes qu'on a, la fréquence. Ça se fait pas forcément comme ça en quelques minutes. C'est avoir un petit carnet et au fur et à mesure des semaines et des mois dire ah ben effectivement j'ai des troubles du sommeil. Voilà combien de temps je mets pour m'endormir. Ah bah là je suis très irritable, très fatiguée, beaucoup de troubles de la mémoire. Moi j'avais des difficultés à lire. C'était devenu assez compliqué. Voilà, faut tenir un petit journal. Euh, et puis après, voilà, il existe des associations aussi, il Tout à existe des fait. comptes Instagram, il existe vraiment plein de choses. Alors, ça va pas forcément être évident de se faire diagnostiquer. Parce que effectivement, c'est là où on rentre un petit peu dans la machine infernale de qui je vais voir, est-ce qu'on va m'écouter, est-ce qu'on va me prendre au sérieux, est-ce qu'on va me dire que je suis Tout à fait. dépressif et que voilà, parce que la dépression peut provoquer aussi des troubles de la mémoire. Euh, donc voilà, faut être patient. Bon, moi, quelque part, j'ai eu de la chance parce que même si j'ai ça depuis que je suis née, hein, j'ai eu de la chance parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à me dire, ah, c'est peut-être ça,
Finalement, une fois que le psychiatre m'a dit: «Bah, voilà, moi, je te donne le contact de quelqu'un, tu vas aller la voir», ça a été très vite finalement. C'est plus la D'accord, période entre mon enfance et mes c'est 32 ça. ans où clairement, bah, mes parents ne se sont pas posé les questions. Heu et après, pareil à l'école, tout ça, en plus, c'était pas des choses, dont on parlait avant, quoi. Mmh. Oui, c'est Ouais. vrai, il y a c'est vrai que tous les sujets santé, on en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de la libération de la parole, mais c'est vrai qu'il y a 10, 20 ans, c'était beaucoup plus compliqué d'aborder des sujets, surtout, psychologiques, santé mentale, donc Bah, on en moi je parle de peux plus en plus, mais c'est mmh, toujours un peu compliqué parce tout à que, fait. en fait, la santé mentale, ça concerne tout le monde, quoi et en fait, il y a des milliers de raisons, voire des millions de raisons, pour laquelles, en fait, notre cerveau peut être, affecté. Alors parfois, c'est suite à un trauma, un choc, parfois c'est héréditaire, Mmh. il y a plein, plein, plein de raisons. Après, c'est plus la perception. C'est-à-dire que même quand on est diagnostiqué et qu'on en parle aujourd'hui, qu'il y a des ouvrages, des livres, des articles, dans tous les sens, des vidéos, il y a des gens qui sont, pas bienveillants, pour lesquels, voilà, on parle pas de ces choses-là, ça se fait pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans ma famille, ça a jamais été vraiment un sujet de conversation. Moi, mon père, ma mère, c'est voilà, c'est pas des personnes qui sont très ouvertes à se dire, «Je vais faire une thérapie» ou «Je vais aller Ouais, voir un psy» et cetera mmh. et je pense que dans beaucoup de familles encore aujourd'hui, c'est comme ça alors qu'en réalité, c'est juste c'est comment dire? C'est un vrai coup de pouce, en fait. Un vrai Ouais. coup de pouce et parfois ça peut, moi, le fait de consulter, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait aussi un vrai problème de santé plus général et qu'en fait, le fait aussi d'avoir eu quelques périodes d'arrêt maladie où je me suis dit: «Bon, OK, là, c'est bon, je suis pris en charge pour ci, pour ça, mais il y a un problème, il y a un problème». Parce que j'avais des douleurs chroniques, j'avais plein de choses et que ça affectait aussi tout ça et en fait, j'aurais jamais été arrêtée, j'aurais jamais été consultée, je ne sais pas, à quel état j'aurais été à 40 ans. Là, j'en ai Mmh. 34, donc heureusement finalement que j'ai été consultée, Mmh. heureusement. Et justement là, quand on parlait là tout à l'heure là de libérer la parole sur ce sujet, quand toi je sais pas si tu as abordé ton diagnostic avec des personnes de ton entourage, mais est-ce que tu as dû faire face à des idées fausses ou à des stéréotypes justement sur le TDAH? Bah, moi, j'en ai parlé. Après, comme je disais, même si on en parle, heu, je pense que dans le quotidien, les gens oublient, en fait. Les gens oublient que, bah, parce qu'on va réagir d'une certaine manière, c'est parce que, en fait, les gens vont vite confondre entre ce que vous êtes vous, fondamentalement, et le trouble, qui fait partie avec lequel vous devez vivre et cohabiter. Et c'est déjà pas évident pour nous, alors forcément, c'est pas évident pour les autres de comprendre. Bon, moi, en plus, mon père a ça, donc déjà, nous, Mmh. on est beaucoup dans la confrontation, heu et en fait, lui, il est pas dans l'acceptation. Moi, je suis plus jeune, donc je suis plus ouverte, voilà. Mais non, j'en ai parlé à ma famille, bien évidemment, mais je suis pas vraiment certaine que pour le moment, ils aient vraiment, je pense qu'ils oublient. Mmh. Ils ont écouté, ils se sont dit: «Ah OK», mais dans le quotidien, si je fais ci ou si je fais ça ou si je réagis d'une certaine manière, ils vont pas forcément se dire: «Ah bah, c'est parce que» Oui. voilà. Par contre, voilà, l'aspect un peu dépression, enfermement sur soi et cetera, ça va être des choses qui vont être présentes chez moi et en fait, moins je vais me sentir en confiance et cetera, plus je vais me refermer. Et ça, j'ai l'impression quand même qu'ils commencent à capter que, voilà, si, je me sens agressée, pas en Mmh. sécurité, que je suis pas bien, je me renferme, en fait. Comme la coquille, elle est fermée et C'est après, c'est ça. très difficile de re-rentrer, en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est que, on a envie.
que les gens nous acceptent. Euh, mais dans la réalité de la vie de tous les jours, où les gens ils s'attendent à ce que vous soyez comme ci, comme ça, que vous rencontriez dans telle Tout à fait. case, que vous soyez, voilà, parfois ça affecte forcément, comment dire, votre activité professionnelle, tout ça, et c'est vrai qu'il y a le côté un peu performance. Ah, mais attention, Forcément. si tu fais ci, si tu fais ça, si tu te comportes comme ci, si tu te comportes comme ça, tu vas avoir des problèmes. Et, et au bout d'un moment, on a juste envie de dire, taisez-vous, laissez-moi tranquille. Donc, soit les gens, ils vont se remettre en question, vont se dire, bon, là, j'ai dépassé les bornes, et clairement, en plus, elle m'a expliqué qu'elle avait ça, et j'ai pas bien écouté. Soit les gens se remettent pas du tout en question, et là, après, c'est difficile d'être dans la communication et dans le dialogue, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Et du coup, là, on arrive sur la fin du podcast, mais justement, pour terminer notre échange, je voulais savoir s'il y avait quelque chose justement que tu aimerais partager à des personnes qui ont un TDAH et qui ont eu justement ce diagnostic et qui ont peut-être plus de difficultés à l'accepter. Euh, Qu'est-ce que je leur dirais? Je pense qu'en fait, chaque personne est différente, qu'il faut pas voir ça comme une tare ou aussi comme un marathon, c'est-à-dire Mm. que chacun va à son rythme. Moi, au final, voilà, j'ai eu mon diagnostic à 32 ans. Je m'étais jamais posé la question. Je pense que même avant de voir un psychiatre, je m'étais jamais posé la question de Ouais. savoir ce que j'avais. Ce que je savais et que j'essayais, je pense, que j'étais un peu dans le déni, hein, inconsciemment, que je rencontrais des difficultés, mais comme d'un coup, en fait, j'ai vraiment, ça a été assez flagrant. Je sais que j'avais des problèmes pour lire, et puis là, j'étais vraiment dans un état un peu végétatif. Je pleurais tout le temps. Enfin, il y avait plein de Mm. choses en fait. Parfois aussi, c'est un peu l'aboutissement d'expériences et de traumas. Et en fait, ça va se manifester d'un coup. Et là, en fait, le corps, le cerveau, il n'y a plus rien qui marche comme il faut. Donc bon, moi, je pars du principe que si on a des doutes, faut pas attendre ce moment de chute, en fait. Mais Tout à fait. parfois, ça se fera dans ce contexte-là. Euh, mais après, voilà, je pense qu'il faut vraiment pas le prendre comme ah ouais, je vais le faire parce que c'est la mode de passer des tests. Alors non, pas du tout. Mm. Je pense que déjà, si vous n'avez pas de difficultés en particulier ou que voilà. Après, si vous avez des doutes, que vous commencez à vous poser des questions, faut savoir que c'est pas forcément ça. Ça peut être autre chose. Euh, que ça peut être aussi ça plus autre chose. Euh, et c'est votre rapport de vous à vous. C'est est-ce que j'ai envie d'apprendre à me connaître? Est-ce que j'ai envie de savoir pourquoi je réagis comme ça? Tout à fait. En quoi ça pourrait m'aider aussi dans mon quotidien? Est-ce que j'ai vraiment des difficultés à m'organiser, mon rapport avec les autres, mes troubles du sommeil? En Mm. fait, c'est pour vous, en fait, c'est pour votre santé mentale. Il n'y a rien de plus important que la santé. Et ce que je disais, c'est que le TDAH aussi a des facteurs de risque. Euh, on sait aujourd'hui que le TDAH, il est présent, par exemple, chez les personnes qui ont Alzheimer. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites chez les personnes qui ont Alzheimer. Alors, il y a la version Alzheimer qui est très très rare, qui est familiale, mais après il y a l'Alzheimer plus classique que tout le monde connaît. Effectivement, ils ont remarqué en faisant des recherches que pas mal de personnes qui avaient Alzheimer avaient aussi un TDAH. Le TDAH, ça peut être aussi un facteur de migraine chronique, d'AVC. C'est un vrai facteur de risque en fait. Donc c'est pas juste une appellation ou un test pour le fun en fait. Ouais, tout à fait. C'est de c'est déjà quand on constate quelque chose qui est récurrent chez soi, qui est chronique, qui nous pose quelques difficultés. Ça, parfois c'est des petites difficultés, c'est pas des grosses difficultés. Après, il peut y avoir effectivement quelque chose qui se passe dans la vie. Ça peut être le décès d'un proche, ça peut être plein de choses en fait, qui déclenchent vraiment le fait de se dire, OK, là, faut vraiment que je m'occupe de moi. Parce que si je le fais pas, ça va mal se terminer en fait. Moi, ça a été un peu ça finalement.
Mais voilà, c'est pas une tare, c'est pas un tabou, et même si les gens, certaines personnes que vous croiserez, essaient de décrédibiliser un peu la chose, alors qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Il faut surtout s'écouter soi. Ça veut pas forcément dire, voilà, que ses amis, ses connaissances, ses collègues, sa famille seront réceptifs, mais le premier objectif de se faire diagnostiquer, c'est la santé. C'est ça le premier objectif, et c'est ça, qu'il faut se rappeler. Au même titre que si vous avez de l'asthme ou peu Tout à importe, fait. heu, voilà, c'est ce que je leur dirais. Non, c'est très chouette. C'est une très belle fin d'épisode d'apprendre justement à sur soi, d'avoir son diagnostic et pour aller mieux. Donc, merci Karen d'avoir partagé un petit bout de ton histoire, de ton parcours avec nous. Bah, merci Lorraine de m'avoir donné la parole, et puis, bah, voilà, j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.